Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire des années 1870. Alors, installez-vous pendant que nous partons au Canada. Phoebe McWayne est née en 1847 dans une famille modeste qui possédait une petite ferme dans la communauté soudée de Thorndale, dans le comté de Middlesex, dans la province de l'Ontario. Au Canada, elle était le troisième enfant, la seule fille, née de Monsieur Joseph McWayne et de son épouse, Mary Ann. Malheureusement, en 1855, une tragédie a frappé la famille McWayne lorsque le plus jeune enfant, un petit garçon nommé John, est décédé à seulement 2 ans. À cette époque, le taux de mortalité infantile au Canada pour les enfants de moins de 5 ans était de 310 décès pour 1000 naissances. Phoebe a reçu une certaine instruction, bien qu'il ait fallu attendre 1871 lorsque la loi sur les écoles de l'Ontario a été adoptée, pour que la fréquentation scolaire devienne obligatoire pour les enfants âgés de 8 à 14 ans. Elle aidait aussi ses parents et était considérée comme une travailleuse acharnée. On la voyait souvent dans les champs à aider son père, ou, à d'autres moments, à faire des tâches ménagères dans la maison. Et bien que la vie ait parfois été difficile pour une fille aussi jeune, Phoebe était toujours reconnue pour être polie et courtoise, et les gens faisaient souvent des commentaires sur son caractère agréable. L'Ontario des années 1860 a connu une transition de l'agriculture de subsistance vers des méthodes plus organisées et commerciales. Cela a été facilité par l'amélioration des réseaux de transport, notamment l'expansion des chemins de fer, qui a permis aux agriculteurs d'accéder à des marchés plus vastes et à favoriser l'augmentation du commerce des cultures et du bétail. Les avancées technologiques, telles que l'introduction de moissonneuses mécaniques et d'équipements de labour améliorés, ont accru la productivité et réduit l'intensité du travail. De plus, la création de sociétés agricoles a facilité la diffusion des connaissances grâce à des publications et des foires, ce qui a permis le partage de pratiques innovantes. Cette décennie charnière a jeté les bases de la prospérité agraire de l'Ontario, ce qui a entraîné une période d'expansion et de progrès remarquables dans l'industrie agricole de la province. À l'âge de 20 ans, Phoebe épousa Monsieur George Campbell, un jeune homme travailleur et sérieux qui avait grandi dans une ferme voisine. Il avait 8 ans de plus qu'elle et épousa Phoebe contre l'avis de son père. Les McWayne avaient une réputation peu enviable. Et la famille de George n'était pas ravie qu'il épouse la fille unique de Monsieur et Madame McWayne. George ignora les conseils de sa famille. Après le mariage, le couple s'installa dans une ferme simple à la périphérie de Thorndale, où ils commencèrent à construire leur vie ensemble. À cette époque, les communautés rurales de l'Ontario étaient très soudées, et la vie quotidienne tournait souvent autour de l'agriculture et de la famille. Les rassemblements communautaires, les événements locaux et les services religieux étaient essentiels pour maintenir les liens sociaux et contribuer à la vie sociale de Thorndale, aidant à construire et à soutenir les communautés. Pendant les mois d'été, Phoebe et George travaillaient à dur. Les journées étaient longues, souvent accompagnées d'un soleil éclatant. Les champs étaient remplis de cultures et les berges regorgèrent de végétation luxuriante et de fleurs éclatantes. Mais les hivers en Ontario étaient rudes. Les températures chutaient et la neige recouvrait le paysage. Les agriculteurs devaient alors faire face à une série de tâches ardues pour assurer leur survie et celle de leur communauté. Avant que l'hiver ne s'installe, il fallait récolter et entreposer les cultures, s'occuper du bétail et l'abriter, puis faire des provisions. Cependant, malgré les défis redoutables, Phoebe faisait toujours preuve d'une persévérance remarquable, ce qui se manifestait par sa capacité à s'adapter aux situations, à travailler sans relâche pendant des heures et à soutenir son mari. Au cours des 4 années suivantes, Phoebe donna naissance à 2 enfants, une fille nommée Mary Ann et un garçon nommé David. Mais la vie était difficile pour Phoebe. Elle devait s'occuper de ses enfants, en plus des tâches incessantes de cuisine, de ménage et d'entretien du foyer, tout en soutenant les travaux de son mari. Mais elle se plaignait rarement, et il semblait à ceux qui les connaissaient qu'elle faisait preuve d'un dévouement sans faille envers sa famille, surtout lorsque les choses n'allaient pas bien. Cependant, sous la surface de cette tranquillité domestique, des fissures commencèrent à apparaître dans le mariage de Phoebe et George. Les difficultés financières pesaient lourdement sur le couple, car leur modeste ferme produisait des récoltes irrégulières et des profits maigres. À mesure que les pressions de la vie rurale faisaient leur effet, les désaccords se transformaient en disputes animées. Malgré cela, ils parvenaient à sauver les apparences devant la famille et les amis. Et Phoebe en particulier parvenait constamment à concilier son image publique et ses tourments personnels, devenant de plus en plus désabusés face à sa situation.
À l'aube de l'été 1871, les tensions entre Phoebe et George s'accentuèrent. Leurs disputes devinrent plus fréquentes, ce qui donna à Phoebe le sentiment d'être piégée dans une vie qui avait pourtant tant de promesses. Des rumeurs avaient également commencé à circuler selon lesquelles elle entretenait une relation inappropriée avec un jeune ouvrier agricole nommé Thomas Coyle qui travaillait pour son père. Phoebe a toujours nié ces rumeurs. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux Jeanne, s'il avait su. Vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Matin du 15 juillet, le village de Thorndale s'est réveillé avec la terrible nouvelle que Monsieur George Campbell était mort, apparemment assassiné, devant sa femme et ses enfants. Il y avait beaucoup de commérages et de rumeurs alors que les gens racontèrent l'histoire que Madame Phoebe Campbell avait racontée aux autorités à propos des événements tragiques qui s'étaient déroulés dans sa propre maison. Dans la déclaration de Phoebe, elle a dit qu'alors que sa famille dormait, une intrusion soudaine avait brisé la tranquillité de la nuit. Alors que deux hommes noirs vêtus de vêtements sombres entraient dans leur cabane en rondin, les intrus se sont attaqués à son mari, Monsieur George Campbell, et ont exigé de l'argent. Elle a dit que George leur avait répondu qu'il n'en avait pas. Les assaillants ont alors tenté de tirer avec une arme à feu sans se décourager. Elle a supposé qu'ils faisaient cela comme moyen d'intimidation, mais à chaque tentative de tir, l'arme s'enrayait. Elle a poursuivi en disant qu'au milieu de la tension, George lui a crié d'aller chercher la hache, ce qu'elle a fait, mais l'un des assaillants la lui a aussitôt arrachée. Elle a dit qu'elle avait ensuite pris le couteau qui se trouvait sur le dessus du bureau, mais que l'autre homme le lui avait arraché des mains. Ils ont alors tous les deux commencé à attaquer George. Madame Campbell a ensuite décrit comment, lors de cette confrontation, son mari a succombé au coup incessant de la hache et s'est effondré au sol. Elle a expliqué avoir vu du sang couler des blessures à la tête de son mari. Les agresseurs sont alors partis précipitamment, lui ordonnant de ne pas quitter la cabane en rondin avant le matin, sinon elle subirait le même sort que son mari. Elle a poursuivi en disant qu'aussitôt qu'ils étaient partis, elle est sortie en criant à l'aide et s'est dirigée vers le voisin le plus proche. Heureusement, ces cris ont été entendus et Monsieur Hugh MacDonald, dont la ferme était adjacente à celle des Campbell, est venu voir ce qui se passait. Il était tôt, entre 1h30 et 2h du matin, et il a rapidement été rejoint par les voisins William Blackmore et Richard Craig. Les trois hommes ont vu George allongé sur le sol et ont compris qu'il était mort. Madame Phoebe Campbell a ajouté que les messieurs ont été très serviables et ont réussi à apporter un semblant de réconfort pendant cette terrible épreuve. Au cours des jours suivants, cette histoire a été racontée dans tout Thorndale et dans les environs. Et bien que tout le monde ait d'abord semblé croire à la version des faits de Phoebe, certains ont commencé à se demander si c'était vraiment ce qui s'était passé. Les deux hommes noirs, qu'elle avait accusés d'avoir tué son mari, avaient disparu. Et les autorités n'avaient pas pu trouver de témoins capables d'affirmer les avoir vus les jours précédents ou suivant le meurtre. Bien qu'au début cela ait semblé être une affaire de meurtre simple, cela commençait maintenant à paraître plus complexe. Il avait également été remarqué que pendant les funérailles de George, un sentiment troublant de détachement semblait envelopper Phoebe.
L'absence de réaction émotionnelle visible a suscité des interrogations et a été l'un des principaux sujets de conversation parmi les personnes présentes. C'est l'une des parentes de George, mademoiselle Annie Campbell, qui a fourni aux autorités l'indice concernant ce comportement déconcertant. Bien qu'elle ait reconnu quelques brefs moments de tristesse, Annie avait remarqué cela. Phoebe n'avait pas l'air aussi bouleversée qu'on pourrait le penser, compte tenu de l'attaque mortelle contre son mari qui s'est produite juste devant elle et ses enfants. Une dame nommée Madame Mary Fried a également déclaré à la police qu'elle avait vu Phoebe rencontrer Thomas Coyle dans un champ près de la cabane en Rondin le soir suivant le meurtre. Cela a attiré l'attention des gens, surtout parce qu'il y avait déjà eu des rumeurs selon lesquelles ils auraient pu entretenir une relation inappropriée. Cependant, le point le plus déroutant de ce drame était de comprendre pourquoi Phoebe était restée impuissante lors de l'agression de son mari. Le fait qu'elle ne soit pas intervenue, n'ait pas cherché d'aide ou donné l'alerte pendant l'attaque a laissé beaucoup de membres de la communauté perplexes et quelque peu mal à l'aise. Dans cette atmosphère d'incertitude, l'histoire de Phoebe a connu un tournant majeur. Ce qui avait autrefois été un récit simple des événements était désormais embourbé dans le doute et la spéculation. La communauté se retrouvait à faire face à une multitude d'incertitudes complexes. Le mélange de réalité et de détails inventés était comme différents fils dans un puzzle qui avait créé un mystère captivant. Du 16 au 22 juillet, des habitants locaux ont été interrogés par les autorités, notamment M. Thomas Coyle et Mme Phoebe Campbell. L'enquête du coroner s'est ouverte le 4 août et, au cours de l'investigation, les jurés se sont rassemblés à la cabane des Campbell. Cela leur a permis de voir l'espace restreint où l'agression avait eu lieu. Les murs et le sol donnaient l'impression qu'une attaque violente avait eu lieu, car il y avait des taches de sang sur le sol et les murs. Le docteur nommé Dr Moore, qui avait examiné le corps après l'attaque, avait noté que les blessures devaient avoir été infligées par un homme fort. Phoebe était petite, mais considérée comme plus forte que beaucoup de femmes de sa taille. Le jury de l'enquête a conclu que M. George Campbell avait été assassiné par deux personnes qu'il croit être M. Thomas Coyle et l'épouse de George, Mme Phoebe Campbell. Phoebe a réagi à l'accusation en se levant et en criant « Je m'en fiche, je suis innocente, je m'en fiche ». Suite à cela, Mme Phoebe Campbell a été arrêtée et détenue en prison jusqu'à son procès prévu pour le printemps suivant. Le procès a commencé le 1er avril 1872 à London, en Ontario, et a déclenché une vague de sensationnalisme qui a saisi la communauté d'une manière sans précédent. Alors que l'accusation et la défense présentèrent leurs déclarations liminaires, les journalistes notaient chaque mot en sachant que le public achèterait leur publication. Tous impatients de lire les détails du drame et de l'intrigue qui se déroulait. À l'intérieur de la salle d'audience, les témoins venus aider Phoebe la nuit où son mari a été assassiné ont décrit la scène dans la cabane en Rondin devant le tribunal. Ils ont décrit l'endroit où reposait M. George Campbell et la quantité de sang au sol et sur les murs. Phoebe avait déjà fait des déclarations à la police, la plupart ayant ensuite été rétractées. Elle a dit que son cousin, M. John McWayne, devait de l'argent à son mari. Et comme George avait demandé à ce que l'argent soit remboursé et que M. McWayne n'était pas en mesure de le faire, il est venu à la cabane en Rondin et l'a assassiné. Il n'y avait aucune preuve de cela et, bien sûr, l'accusation a été niée par M. McWayne. Dans un rebondissement surprenant, Phoebe a décidé de jeter une ombre sur la réputation de son défunt mari. Elle a affirmé qu'il avait eu une liaison avec la femme de son cousin, une révélation qui a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Cependant, l'accusation avait ses propres révélations et a présenté une lettre qui avait été écrite par l'accusé à M. Thomas Coyle. Dans la lettre, il était évident que ces mots portèrent le poids de ses émotions. Dans ces lignes, elle avait écrit « Je ne dirai plus jamais que tu as fait une telle chose, même si je dois en mourir ». L'atmosphère de la salle d'audience était tendue. Lorsque cette preuve a été révélée au cours de la procédure, le comportement de Phoebe a subi une transformation déconcertante. Lorsqu'on l'a interrogée sur les nombreuses modifications dans son témoignage, elle a étrangement basculé dans le domaine du surnaturel. Selon elle, l'apparition fantomatique de son défunt mari lui avait rendu visite, l'innocentant ainsi que Thomas Coyle de tout acte répréhensible. À la suite de cette déclaration,
Un murmure s'est élevé dans la galerie, mais la réponse de l'avocat de la couronne a reflété les sentiments de tous ceux présents dans la salle lorsqu'il a dit « On ne peut tout de même pas s'attendre à ce que quelqu'un croie à de telles absurdités », ces paroles empreintes de scepticisme. La salle d'audience est restée silencieuse. Seuls les témoins, avocats ou le juge prenaient la parole. Cependant, ce silence a été brisé lorsque le jury a rendu son verdict. Après seulement 60 minutes de délibération, ils sont revenus pour déclarer l'accusée, Madame Phoebe Campbell, coupable du meurtre de son mari. Des larmes coulaient sur son visage tandis que le juge prononçait son sort. Elle serait pendue pour son crime. Elle a ensuite été renvoyée en prison, où elle a plus tard fait des aveux complets. Elle a reconnu son implication dans le meurtre, mais a affirmé que Thomas Coyle avait attaqué George avec la hache. Elle a dit qu'ils avaient décidé de le tuer parce qu'ils voulaient se marier. Elle a poursuivi en disant que, la nuit fatidique, elle avait laissé la porte ouverte pour que Thomas puisse entrer dans la maison et attaquer George pendant qu'il dormait dans son lit. Mais l'attaque ne s'est pas déroulée comme prévu, car George s'est réveillé et s'est levé pour se défendre. Elle a poursuivi en disant qu'il a finalement été maîtrisé par Thomas Coyle et elle-même, et que Thomas a continué à le frapper avec la hache. Certaines personnes ont cru à cette déclaration, d'autres non, mais lorsque Thomas Coyle a été jugé pour la même accusation, il a été déclaré non coupable. Beaucoup considèrent que la principale raison en était qu'il était devenu très difficile de savoir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. En raison des nombreuses versions différentes racontées par Phoebe Campbell après son procès, Thomas Coyle a quitté le Canada et s'est rendu en Angleterre. Le jeudi 25 juin 1872, Madame Phoebe Campbell a été pendue dans la ville de London, en Ontario. Son sort a marqué un sombre jalon, établissant son statut de première femme exécutée au Canada après la Confédération. Son nom est désormais gravé à jamais dans l'histoire, lié à un récit de trahison et de tragédie. Les médias l'ont dépeinte comme une figure sans cœur, dépourvue de tout remords. Les journaux ont rapporté son attitude alors qu'elle montait à l'échafaud. Il était écrit qu'elle affichait une expression inébranlable, serrant délicatement un mouchoir en dentelle qui resta suspendu un bref instant après l'ouverture de la trappe. Après l'exécution, la curiosité morbide du public fut alimentée par la production de cartes postales souvenirs. Celles-ci présentaient des images du crime, du procès et de l'exécution et servaient de souvenirs durables des événements tragiques qui avaient choqué l'Ontario des années 1870 et dont on parle encore aujourd'hui. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous pour le prochain affaire.